Alain Bouvier, auteur de ses propos iconoclastes sur le système éducatif français, a été recteur et a assuré plusieurs missions et fonctions au sein de l'éducation nationale. Membre du Haut Conseil de l'éducation, chargé de mission à l'actuel IH2EF, ou membre du comité parlementaire du suivi de la loi de refondation d'école, il a aussi été président de la FAE ou encore du conseil de l'ESPE de l'Académie Créteil. Alain Bouvier est aussi professeur émérite de l'Université de Poitiers et rédacteur en chef de la revue internationale et éducation de Sèvres. Dès les premières lignes de son ouvrage publié en 2019, l'auteur pose le cadre et souhaite partager son cri de colère contre un milieu professionnel qu'il définit comme coupé du reste de la société, tout en reconnaissant ce que l'école de la République a pu lui apporter, tant comme élève que dans sa carrière professionnelle. Il rappelle combien études et enquêtes nationales et internationales sont sévères sur le fonctionnement du système éducatif français. Et sa surprise n'a fait que s'accroître au regard des intentions annoncées et des constats sur le terrain. Le bilan est amer, malgré les moyens alloués et l'engagement d'enseignants minoritaires, selon lui, investis dans leurs tâches. Mais ce qu'il retient est le manque d'équité au sein du système éducatif, avec une évaluation de la France au dernier rang par l'OCDE. Au sein de ce système, chaque partie prenante et acteur semble défendre leurs avantages, statuts, moyens, et l'individualisme est croissant au détriment du collectif. Parmi les questions taboues abordées, qui constituent la majeure partie de l'ouvrage, l'auteur parle notamment de la relation entre enseignants et parents d'élèves qui reste rigide malgré l'évolution des politiques en la matière. Une distance est maintenue et la bienveillance n'est pas de mise envers les parents. La réalité des partenariats mis en œuvre reste limitée, figée et formelle, d'où une faible participation des parents lors de l'élection de leurs représentants. Un aveu d'échec peut être fait sur la question d'une collaboration avec les parents d'élèves soigneusement laissés à l'écart du système dans l'histoire de l'école française. Et quel rôle attribuer aux parents d'élèves? Est-ce un contribuable, un usager, un partenaire ou les trois à la fois? Pose comme question l'auteur. L'ambiguïté est ainsi à constater, y compris de la part des parents qui, dans leur rôle de représentants, sont d'abord là pour leur propre enfant. Un parent d'élève est avant tout un parent. Et l'enjeu n'est donc pas la participation des parents aux différentes instances de l'établissement scolaire, mais davantage aux éléments qu'ils pourraient apporter aux enseignants sur les comportements, les conditions de vie, l'environnement familial dans lequel évolue son enfant. Alors, confiance et sympathie pourront se construire. Le parent qui souhaite accompagner son enfant dans sa scolarité a besoin d'éléments de compréhension sur les attendus et les choix didactiques de l'enseignant. Ses seuls repères ne sont souvent que son histoire personnelle avec l'école. En conséquence, des explications individualisées sont de mise. Ainsi, la représentation de parents d'élèves serait un marché de dupes, selon l'auteur. Et le constat est clair, la coéducation, tant appelée des vœux dans les textes, n'est que peu suivie. Citant Jean-Paul Paillet, l'auteur relève que les mentalités enseignantes ne sont pas préparées à cela. De même, Alain Bouvier s'interroge sur la légitimité professionnelle des enseignants, si souvent remise en cause, là où dans d'autres corps de métier, aucun doute n'est manifesté, ni permis. La responsabilité est-elle collective au sein du milieu éducatif? Les parents seraient donc des invisibles de l'action publique. Dans un rôle de cache-misère, et réels échanges entre pédagogues et parents d'élèves ne sont que trop rares. Pourtant, l'échange reste incontournable pour le bien des élèves. Alain Bouvier ose aborder la délicate question de ce qu'il nomme le secret le mieux gardé, celui-ci étant le temps réel de travail des enseignants. Dans ce domaine, il semble que la précision n'existe pas et qu'aucune étude sérieuse n'a été menée tant le sujet est sensible. Et pour étayer son propos, l'auteur se lance donc dans une comparaison avec le milieu de la santé dont le travail quotidien est connu de tous. L'auteur relève le paradoxe qui existe au sein de la salle des professeurs entre des enseignants engagés dans l'aide qu'ils apportent aux élèves, aux parents, à leurs collègues, et qui agissent dans la plus grande discrétion afin de ne pas se singulariser parmi leurs collègues. Selon Alain Bouvier, cela conforte le statu quo. Certains arrivent néanmoins à s'inscrire dans l'innovation et la coopération. Et face à ces pratiques individuelles, le corporatisme demeure concentré davantage sur des questions statutaires et davantage acquis. Cependant, l'auteur n'oublie pas d'évoquer la souffrance du milieu enseignant pour laquelle la considération n'a cessé de décroître là où, du fait des évolutions sociétales, leur travail est rendu de plus en plus difficile. Et cela n'est pas sans agir sur les relations entretenues avec les parents, parfois pas toujours respectueux envers le corps enseignant. Mais où sont passés les hussards noirs de la République, s'interroge Alain Bouvier. Concernant les vacances des enseignants, l'hypocrisie est totale, nous dit l'auteur, précisant que les vacances accordées seraient celles des élèves, et aucun texte ne vient spécifier qu'elles concerneraient aussi les personnels.
La démonstration est étayée par la comparaison avec d'autres pays. Au bout du compte, le bilan est tel que le temps du face-à-face enseignant-élève est en diminution. Sur les apprentissages des élèves, certains facteurs influent, tels que la qualité des enseignements, le niveau d'études des parents, le contexte dans lequel évolue l'élève, et l'école est limitée pour agir sur ces leviers. Néanmoins, les rythmes scolaires et le temps d'enseignement relèvent du domaine du système éducatif. Et les absences des enseignants ont des conséquences sur ce temps. Les parents constatent au quotidien des micro-absences qui renvoient une image négative du système éducatif. Les remplacements sont contraints et en découlent de nombreuses heures d'enseignement perdues pour les élèves. La question d'annualisation des heures des enseignants aurait pour conséquence que seraient prises en compte les heures effectives, assurées, mais ce sujet reste encore aujourd'hui tabou. Au-delà de la question des heures effectuées, l'image du métier d'enseignant souffre ainsi d'un manque de transparence auquel il appartiendra à la communauté professionnelle de l'école de répondre. L'orientation des élèves soulève la question de la sélection. Si la France refuse de reconnaître que s'effectue une sélection des élèves, on note cependant que la SECPA, ou encore la 3e prépa métier, ou l'enseignement professionnel, semblent pourtant y participer. Et au-delà du bac, les formations d'enseignement supérieur opèrent à leur manière une sélection importante. La plateforme APB, aujourd'hui appelée Parcoursup, y participe à partir de puissants algorithmes. De même, le constat est tel que si nous pouvons nous réjouir qu'à quelques exceptions près aujourd'hui, tout le monde a le bac. La sélection s'opère en conséquence à partir de la plateforme Parcoursup. Déjà, son successeur, APB, révélait le comportement adopté par les nouveaux bacheliers, notamment quand en 2017, face aux 3720 élèves dits sans solution début septembre, 135 000 places étaient pourtant disponibles, dont 110 000 dans des universités publiques et 10 000 en BTS. Mais celles-ci ne correspondaient pas forcément aux filières ou établissements souhaités. Cependant, tous ceux qui le voulaient pouvaient bel et bien avoir accès à l'enseignement supérieur. Parmi ces quelques milliers d'élèves sans solution, près de 2/3 avaient obtenu un bac professionnel, 1140 avaient obtenu un bac technologique et 80 un bac général. Au regard de ces données, la sélection opère bien. Le bac pro reste encore maltraité, selon l'auteur, et demeure un marqueur social. Et si 80% des détenteurs d'un bac professionnel demandent une section de technicien supérieur, ils ne sont que 28% à l'obtenir. Néanmoins, le bilan global de Parcoursup semble favorable et évoluer dans le bon sens. Il s'est imposé comme étant l'espace qui permet d'accéder à l'enseignement supérieur. La spécificité du système scolaire français serait cette capacité à ignorer les évolutions de la société. Le choix serait-il de subir plutôt qu'à y participer, se questionne l'auteur. Pourtant, ce milieu accueille un nombre important de dits intellectuels dont on attendrait d'intervenir. Une fragmentation du système, notamment face au fort développement des réseaux sociaux et autres GAFAM, est prévisible. Le système éducatif français demeure centralisé et étatique en comparaison d'autres pays aux caractéristiques similaires. Il en est l'un des derniers. Quant à l'évocation de l'enseignement à domicile, Alain Bouvier relève une augmentation de 25% entre 2010 et 2016, ce qui a attiré l'attention des pouvoirs publics. Des questions religieuses pourraient, entre autres, en être à l'origine. Le secteur des actions éducatives semble aussi en extension, par des propositions de la part d'associations complémentaires aux apprentissages scolaires. Cet espace associatif permet aussi aux parents d'avoir davantage de considération que ce que permet l'école. Une école du marché est ainsi en pleine expansion. L'auteur du concept, Marc Breil, parle de shadow education. Les études internationales confirment que les activités hors l'école ont des conséquences favorables sur les connaissances, les compétences cognitives et les résultats des élèves. Face à l'augmentation de plateformes en ligne et start-up proposant du soutien scolaire et à ce que l'auteur nomme une ubérisation de l'école, plusieurs organismes type Maïf, MGEN ou France Culture, sites gratuits ou associations non lucratives, tentent d'y apporter des réponses. Le ministère de l'Éducation nationale lui-même tente de répondre à ce marché en proposant des dispositifs type le plan mercredi ou Devoir fait ou encore des outils numériques du genre Jules. Mais tout cela se fait sans véritable cohérence en se cumulant les uns aux autres. Il appartient ainsi à chaque famille de choisir l'accompagnement personnalisé le plus adapté qu'il peut offrir à son enfant. Les perspectives sous forme de questionnement de la part de l'auteur sont dans un possible développement des grands groupes déjà très présents sur la toile dans le domaine du soutien scolaire et une école publique qui demeurerait pour les élèves les plus en difficulté. Et déjà l'école semble se conformer à une loi du marché en visant à développer des services éducatifs divers et variés dont le manque de lisibilité pourrait détourner certains parents qui iraient vers les offres privées. Les études internationales montrent que la direction prise
est celle d'une fragmentation des systèmes éducatifs nationaux. Et les résultats des enquêtes doivent être considérés comme des alertes, selon l'auteur. Aujourd'hui, des enquêtes comme Teams, Peers, créées en 1991, PISA depuis 2000 ou encore Thalys existent et permettent un accès à des données différentes du fait que ces études ne mesurent pas la même chose. Pour la France, ces résultats tendent vers des performances très moyennes, voire faibles dans certains domaines. Finlande, Estonie, Canada, Asie avec Hong Kong, Singapour, Shanghai, Japon et Corée du Sud représentent le haut du pavé. Ces comparaisons internationales conduisent à sortir d'un certain confort pédagogique contraire aux évolutions nécessaires. L'autonomie pédagogique, brandie comme une frontière infranchissable, a pour conséquence qu'elle n'est pas évaluée. Pourtant, ce sur quoi nous devons prêter attention sont des résultats très moyens et en baisse qui devraient nous faire réagir. Nous le voyons, en termes d'équité, l'école de la République ne parvient toujours pas à lutter contre les inégalités. Au contraire, un écart opère entre les élèves les plus en difficulté et ceux qui sont en réussite. Le choc PISA, tel que celui connu en Allemagne, n'a pas encore été constaté en France, malgré quelques tentatives. La remise en question des pratiques semble taboue dans le système scolaire français. La création des DRH académiques est qualifiée d'illusoire par l'auteur qui rappelle que cette initiative vient de la loi de programmation du nouveau contrat pour l'école du 13 juillet 1995 en prenant exemple sur les grandes entreprises. En conséquence, une direction des ressources humaines fut mise en place dans chaque académie sous l'autorité du secrétaire général. À ce jour, écrit Alain Bouvier, des entretiens sont accordés à des personnels en grande difficulté. Et au sein de l'institution scolaire, peu de propositions autres que passer des concours internes ou demander des postes aménagés, dont les demandes seraient gérées dans le respect de toute bureaucratie et dans le seul but de rassurer certains. Aujourd'hui, circonscriptions et établissements scolaires sont à taille humaine, ce qui encourage ce que l'auteur nomme de vrais rapports humains, dès lors que autonomie et responsabilité collective sont assurées. La proximité est à développer et c'est là que la gestion des ressources humaines prend son sens. Et cela tend à responsabiliser davantage les inspecteurs du premier degré et chefs d'établissement sur cette question. Si le Conseil d'État a validé en janvier 2013 le dispositif de recrutement sur profil, celui-ci reste timide tant il nécessite de laisser la responsabilité au cadre de proximité. De même, ce qui relève de l'accompagnement personnalisé, de la formation ou de la valorisation concerne la proximité. La confiance promise par la récente loi de la confiance serait de mise. Alain Bouvier porte un regard sévère sur la question des rythmes scolaires dont les réformes successives se sont emparées au détriment des élèves. L'auteur, citant Alain Prost, « On ne peut pas apprendre plus et mieux en travaillant moins », au regard de la réduction du nombre de jours d'enseignement. Caractérisé de mépris, l'enseignement professionnel rencontre encore des difficultés à être reconnu, là où la reconnaissance pour tous les métiers, y compris ceux qui valorisent le moindre geste et le souci de la qualité sont nécessaires. L'enseignement professionnel continue à être le lieu où l'on accueille les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage ou qui ont des comportements scolaires compliqués, parfois déjà décrocheurs. Cela est aussi dû au refus d'adaptation de l'enseignement professionnel aux évolutions des emplois. C'est aussi la raison pour laquelle des élèves se tournent vers l'apprentissage plus réactif et plus flexible. Pourtant, on ne peut que reconnaître le caractère innovant de l'enseignement professionnel, précurseur d'une évaluation par compétences, puis incluant la notion de parcours. La confusion entre évaluation et notation a longtemps été constatée. Dans les années 1920, Henri Pierron, cité par l'auteur, créa la docimologie, science de la notation des examens et du rôle des examinateurs. Ainsi, la difficulté à noter objectivement un devoir fut reconnue, mais ces travaux ne sont pas allés plus loin. Elle relevait une prégnance inconsciente et massive de la courbe de Gauss, c'est-à-dire l'utilisation de toute l'échelle de notation. Cela a valu à André Antibi de parler de constante macabre. La quantité de mauvaises notes serait la garantie d'un enseignement exigeant et sérieux de la part du professeur. En France, là où il serait signe d'échec de la part de l'enseignant, de l'autre côté de l'Atlantique. La note et la moyenne sont désormais de l'ordre de ce que l'auteur nomme un rituel social et qui reste sans signification ni pour les élèves, ni pour les parents, ni dans le cadre d'un pilotage pédagogique. Sur le pilotage en général, chaque enseignant souhaite garder son autonomie, fonctionnant à l'instinct et selon son ressenti. Pourtant, la Cour des comptes dénonce régulièrement, notamment cet aspect du système éducatif français. Sur la question du brevet, une étude du CNESCO avait constaté les écarts existants à partir des copies anonymées entre les résultats des candidats avant et après les traitements effectués. Un travail d'uniformisation réalisé afin de garantir ce que l'auteur nomme une paix sociale. En conséquence, il semble nécessaire de former à l'évaluation des apprentissages des élèves
en incluant cela dans la formation des enseignants. Confiance entre le ministre en charge de l'Éducation nationale et le terrain est de mise. Cependant, contradictions et paradoxes demeurent entre autonomie et injonction au travers de circulaires abondantes sur tous les sujets. La méfiance semble dominer entre l'administration centrale et la réalité du terrain, de l'établissement et de la classe. Cela alimente les positions syndicales et les marges de manœuvre des ministres successifs se résument à soit ne rien changer, soit à déminer sujet par sujet. La confiance entre enseignants et parents d'élèves se perçoit plutôt au niveau primaire et dans le privé. Sinon, la méfiance domine et cela ne me permet pas à donner une image positive du système éducatif qui demeure dans un fonctionnement traditionnel d'un niveau central qui décide et un terrain qui exécute. Il serait pourtant intéressant de miser sur les relations horizontales qui font appel à l'esprit de coopération. Et une nouvelle éthique professionnelle, selon l'auteur, serait de faire confiance à la confiance. L'évaluation des enseignants semble impossible au regard d'Alain Bouvier dans notre système éducatif, là où dans d'autres pays développés, les pratiques évaluatives sont plus étendues et concernent différents niveaux, chefs d'établissement, parents, autorités locales, provinciales ou nationales. Ainsi, l'évaluation concerne les différentes parties prenantes. Or, en France, nous serions dans des simulacres d'évaluation des enseignants. La mise en place du PPCR en 2016 vise à instaurer de nouvelles modalités d'évaluation qui reposent sur un référentiel de compétences professionnelles, souvent ignoré des principaux intéressés eux-mêmes. Si ces modalités d'évaluation se rapprochent de celles des autres services publics de l'État, elles se font néanmoins à minima au sein de l'Éducation nationale. Les enseignants se montrent réticents aux entretiens de carrière, considérant parfois n'avoir de compte à rendre à personne et se montrant hostiles à toute idée d'évaluation visant à développer un management qui soit plus efficace. L'auteur pose la question sur ce qui est tant craint par les enseignants de ces feedbacks, de ces retours sur leurs pratiques. Les professeurs ont ainsi obtenu à ce que les entretiens professionnels soient plus rares. Alain Bouvier voit dans l'auto-évaluation des établissements une solution, tout en étant réservé sur la capacité d'évolution du système éducatif en ce sens et sur cette question. Suite à la loi Jospin de 1989 et la création des UFM, on note la volonté d'aller vers le développement d'une culture commune au milieu enseignant dans le cadre de leur formation initiale. L'erreur a été cependant de considérer que cette culture commune devait concerner la totalité des enseignants, du professeur de maternelle au CPE, au professeur de mécanique ou du second degré. D'où un constat d'échec. À ce jour, si l'idée d'encourager une culture professionnelle au métier d'enseignant demeure, il semblerait que nous n'y soyons pas encore. Les INSPE actuels vont-ils laisser aussi place à des formateurs qui sont aussi des acteurs de terrain? Et nous pouvons nous inquiéter sur les capacités des universités à assurer leur mission de formation. Cela a aussi pour conséquence la difficulté à assurer par la suite le métier d'enseignant et ainsi d'encourager des vocations. Selon la Cour des comptes, 10% des postes mis au concours n'ont pas trouvé preneur alors que les jurys sont appelés à faire preuve de mansuétude. La question demeure sur le recrutement de contractuels plutôt que des enseignants aux résultats faibles lors des concours et qui seront recrutés à vie. Une piste évoquée par l'auteur serait de permettre aux circonscriptions et établissements secondaires d'assurer un recrutement local sur profil. Alors, que vaut notre système éducatif? La création de l'ADEP, sous l'influence de la LOLF, a permis de développer une culture de l'évaluation. Et les évaluations se suivent de la part d'institutions publiques comme internationales diverses. Nous sommes ainsi face à ce que l'auteur définit comme un patchwork d'évaluation dans l'enseignement scolaire. Les différents hauts conseils à l'évaluation, d'abord en 2000 puis en 2005, ont été félicités pour leur pratique par la Cour des comptes. Quelle qu'en soit la forme, une instance indépendante d'évaluation semble nécessaire. C'est ce que la loi Blanquer institue par la création d'une nouvelle instance en charge de l'évaluation des établissements scolaires avec le Conseil d'évaluation de l'éducation. Il ne faudrait pas non plus omettre les liens à entreprendre entre chercheurs et praticiens. La création d'une chaire universitaire au CNAM, qui conserve le nom de CNESCO, semble avoir à jouer ce rôle. La dernière partie de l'ouvrage d'Alain Bouvier rapporte sous le terme de radioscopie ses différentes interventions et analyses sur l'exercice de Jean-Michel Blanquer dans ses fonctions de ministre en charge de l'Éducation nationale. Ainsi, ses propos iconoclastes nous mènent sur différents sujets ayant trait au système éducatif, et du point de vue d'un ancien recteur, cela peut surprendre, mais aussi nous permettre de penser que si les hauts cadres de l'Éducation nationale font le même bilan qu'Alain Bouvier, mais aussi les personnels de terrain, enseignants, parents, chefs d'établissement et directeurs d'école, alors peut-être qu'une importante évolution est en marche.